Allez, c'est reparti pour une petite balade. Donc là aujourd'hui c'est l'occasion de tester est-ce que la configuration de la caméra est meilleure que la dernière fois. Bon, j'espère, j'ai changé l'angle de prise de vue. J'ai changé aussi un peu la définition, une définition plus grande. Donc ça va faire encore des fichiers plus lourds à manier, on va voir ça, j'ai pas vraiment le matos après pour manier les fichiers générés par tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais bah c'est tout, on verra bien. Alors, par contre je crois que j'ai beau mettre dans toutes les configurations possibles, soit l'angle de prise de vue et en plein dans le pare-brise, soit il est au-dessus mais on filme le ciel, enfin je sais pas comment on va arranger ça, parce que après bah, évidemment je peux accrocher la caméra ailleurs à côté, sur quelque part vers les rétros ou sur les crash bars, mais si je fais ça et d'une on est confronté à fond aux vibrations. Et là, pour avoir testé une fois, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est terrible. Ça vibre franchement. Ou alors, et en plus des vibrations, on aurait le problème que je ne peux pas m'enregistrer, hein, puisqu'il y a un câble entre la caméra et mon casque, et moi. Et voilà, je ne pourrais plus. Bon, il existe bien certaines caméras, enfin c'est des GoPro je crois, essentiellement, où on peut mettre un module de prise de son en Bluetooth. Oh, quelle usine à gaz. On va essayer d'éviter ça. Hein. Là déjà, je trouve que ça me prend 2-3 minutes en plus pour partir, pour préparer. Bon après c'est un manque d'habitude. Tôt ou tard, j'aurai un autre casque certainement plus adapté à accueillir ce genre de matos. Le casque que j'ai là sur les oreilles, là, il a plus de 15 ans. Il serait peut-être temps de le changer, c'est clair, mais bon. Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas beaucoup de matos dans ce genre-là, ça n'existait pas. Hein. Donc, il n'y a rien de tôt prévu pour ça. Bon, un autre truc, j'ai pas trouvé de quoi, j'ai pas encore cherché ni trouvé un moyen de mieux accrocher le micro à l'intérieur du casque. Surtout si je reste là sur un casque modulaire. Alors même que moi, mon vrai choix serait plutôt un casque jet, mais j'ai l'impression que casque jet et prise de son, c'est quand même totalement incompatible. Ben voilà, je sais pas ce que... Bon, j'ai pas envie de m'arrêter pour voir ce que ça donne. Hein. On verra ça à la fin. Si c'est pas bon, on recommencera. Après tout ça, ce ne sont que des tests. Donc en fait, hier, j'ai fait mon stage Carbu. Carbu avec un S, n'est-ce pas Bernard? Oui, avec un S. J'en ai bien 2 des Carbu. Et tiens, tant qu'on est en train de parler du nombre d'équipements, pendant mon stage hier, bon, on a aussi démonté on cherche à démonter les bougies. Et je dis tout fier à Renaud, qui était mon prof escarbu hier. Je lui dis bah ouais, elles sont là les bougies, je sais, je les ai déjà démontées et changées, mes 2 bougies. Et puis lui il me dit ben non, mais attends, elle est pas là ta bougie, elle est là. Il montre un autre endroit en haut du cylindre, un peu plus percé, qu'on va dire, un peu plus enfoui. Bah, je lui dis ouais, je suis d'accord, ça ressemble à une bougie ce que tu vois là, mais je suis désolé, il y en a une deuxième là, sur le même cylindre. Et voilà qu'en fouillant la revue technique, on s'aperçoit que il y a 2 bougies par cylindre sur le Transalp. J'en savais rien. Bon, ça n'a pas changé ma vie et la sienne non plus. Hein. Et comme au niveau
moto, ce qui m'intéresse, c'est plus le voyage et la philosophie que la moto elle-même. Si vous voulez, on n'a pas l'air si ridicule que ça quand on s'aperçoit qu'on a 4 bougies alors qu'on pense en avoir que 2. Enfin bon, c'était un petit aparté. Donc oui, hier avec Renault à Vougeaucourt, à côté de Sochaux, j'ai fait mon stage carburateur. Alors autant vous dire que je sais pas si je vais de sitôt démonter seul mon carbu, je sais pas. Bon là on l'a fait, on l'a nettoyé, il avait une machine aux ultrasons, il appelle ça une friteuse, on l'a nettoyé. On a réglé dedans, on a vérifié le réglage des flotteurs, on a tout vérifié à l'intérieur. Carbu nickel. Mais ce qui me dérange, si je devais le refaire, c'est, je sais pas si c'est un défaut de la Transalp ou de beaucoup de motos. En tout cas, c'est le seul comparatif pour l'instant, c'est avec la Royal Enfield, donc je veux dire que c'est quand même un défaut sur la Transalp par rapport à la Royal Enfield, c'est l'accessibilité moteur. L'accessibilité de certaines choses qui paraissent pourtant évidentes à devoir accéder. Pour accéder au filtre à air, il faut enlever le réservoir. Pour accéder aux bougies, il faut enlever le réservoir. Et je pense qu'il faut aussi enlever l'intégralité du carénage. Il ne suffit pas d'écarter les joues. Ce qui fait que si vous voulez enlever l'intégralité du carénage, je suppose, moi j'en suis même quasiment sûr, qu'il faut enlever les crash bars. Crash bars il faut être deux quoi. Hein. Il faut être deux pour les remettre, en tout cas, pour les enlever, je pense que je peux y arriver tout seul. Mais vu comme j'en ai bavé pour les mettre, je peux vous dire qu'il faut être deux. Je sais pas si c'est normal. Je connais pas sur les autres motos comment ça se passe. Là, celle-ci, je suis un peu déçu. Filtre à air quand même. Filtre à air. Il faut aussi être deux, quoi. Parce que pour enlever le réservoir, là, bon, tout seul, vous pouvez y arriver. Mais pour le remettre, je suis désolé, va systématiquement falloir être deux, quoi. Enfin, je sais pas. Et puis, les bougies, c'est encore pire. Les bougies, c'est encore pire. Il y en a certaines devant, là, sur le cylindre avant. Je sais pas, on a l'impression qu'il faut la mettre à nu, la moto, pour arriver à y accéder. Bref, tout n'est pas si simple. Hein. Moi, je me revois du temps de la mobilette démonter ma bougie tous les 30 bornes pour la gratter un petit coup parce qu'elle perlait assez facilement. Heureusement que ça n'existe pas sur le Transalp, parce que c'est pas demain la veille qu'on va s'arrêter tous les 30 bornes pour démonter tout ça. Je pense que le démontage, le remontage pour accéder aux bougies, même une fois expert, il faut compter au moins 2 heures. Bon, on a pu déposer le carbu, on a démonté le carbu, on a vérifié tout ça, on l'a remonté, on a réglé la dépression, comment on appelle ça, la dépression de je sais pas trop quoi, là. Enfin bref, c'est pour, qu'est-ce qu'on règle en fait? On règle ce qui appelle le carburant établi par un robinet à dépression, je crois, donc on a réglé que la dépression est bien identique entre les deux carbus. C'est relativement simple à faire, ça. Bon, il suffit d'avoir l'outillage, mais même sans outillage, vu que c'est une histoire de dépression, j'ai déjà vu qu'il y en a qui se font un outillage à partir de rien, quoi, avec quelques fils, quelques câbles caoutchouc.
ils arrivent à faire un outillage pour faire ça. Bon, d'un autre côté, c'est pas un truc qu'on va faire non plus régulièrement, enfin en tout cas pas très souvent. Le dernier réglage qui m'a le plus plu, parce qu'il m'intéresse pour Pamir 2024, c'est le réglage de la richesse carburant. Il y a deux vis sur les carburants, enfin une vis par carburateur qui permettent de régler la richesse. Bon, là on l'a fait de façon hyper rationnelle avec une bougie, dans un cylindre on met un appareil qui remplace la bougie et selon le bon réglage de la richesse on voit quelle est la couleur des étincelles qui rayonnent autour de cette bougie de remplacement. Voilà, j'ai un peu résumé, certainement pas en termes techniques, mais ça s'appelle Color Tune ou Color je sais pas quoi. Enfin, bon, que personne n'achète cet équipement parce qu'il a une moto, quoi. Je veux dire, si vraiment vous avez besoin de faire ce réglage très fin, ben, allez chez un garagiste qui possède l'appareil. Mais moi ce qui m'a intéressé, c'est que on peut quand même toucher au réglage de la richesse à l'oreille. À l'oreille. Et ouais, c'est en fait une vis qu'on visse et qu'on dévisse. Cette vis règle l'avancée ou le recul d'une aiguille qui elle-même va donc augmenter ou réduire la densité d'essence, la richesse en essence du mélange qui va être amené à la combustion. Bon, tout ça, ça fait un peu savant, je vais pas faire, je retrouve tout, mais vous vissez, vous diminuez la richesse, vous dévissez, vous augmentez la richesse du carburant, du mélange carburant-air. Et ça m'intéresse tout de suite, puisque c'est un petit peu le genre de misère qui a l'air d'arriver, qui gêne parfois les motards, et à mon avis pas que les motards, mais ce qui m'intéresse ce sont les motards qui vont à très haute altitude, et c'est le cas au moins sur 5 ou 6 cols de l'autoroute du Pamir où on dépasse régulièrement les 4000. Donc là ça m'a intéressé, ça veut dire que on peut régler cette richesse à l'oreille. Alors la conséquence, vous me direz, parce que plus vous montez, plus la densité de l'air est faible, donc plus votre mélange est trop riche, hein, il manque d'oxygène par rapport à la quantité d'essence qu'on apporte au moteur. Donc là, le remède, ce serait de diminuer la quantité d'essence qu'on lui apporte. Alors, ce faisant, évidemment, vous diminuez la puissance de votre moto, mais on est d'accord qu'on s'en fout de la puissance. Il suffit qu'on en ait suffisamment pour monter, c'est tout ce qu'on veut. Hein, moi, je veux bien finir la route du col avec 15 chevaux au lieu de, je sais pas combien j'en ai sur le Transalp, mais je veux bien finir avec 10% si les 10% me suffisent à traîner la moto. Voilà. Et l'enjeu derrière, c'est un, que le moteur continue à tourner, à traîner la moto, et deux, que le mélange qui soit brûlé dans le moteur n'abîme pas le moteur, hein, dans un sens où soit il laisse trop de résidus si on est trop riche, et aussi un autre type de résidus si on est trop pauvre d'ailleurs. Dans les deux cas, une mauvaise combustion, c'est pas bon pour le moteur. Et à l'extrême, d'ailleurs, si on est mal réglé, le moteur va s'arrêter, il va caler. La combustion se fait pas bien. Donc voilà, on va dire que j'ai passé une journée intéressante, tout ça pour enfin arriver à savoir comment je peux interagir avec mon moteur et notamment mes carburateurs en cas de dysfonctionnement à cause de l'altitude. Donc là, moi, ça répond bien à ce que j'ai fait là, aux interrogations que j'avais, surtout qu'au final, ce que j'aime, c'est maîtriser le sujet, non pas d'arriver à démonter, déposer mon carbu les yeux fermés, tout ça.
possible et même probable que la prochaine fois qu'il y a une intervention réelle à faire au carbu, je la confie à quelqu'un qui sera mieux outillé et qui passera moins de temps que moi. Mais maintenant, je sais comment ça marche, je sais potentiellement répondre à des questions là-dessus. Je saurais me poser les bonnes questions, j'espère, si j'ai une panne et savoir m'orienter sur quelle est d'analyser cette panne, afin de pouvoir dire à un petit garagiste sur la route du Pamir, eh ben mon gars, est-ce que tu connais quelque chose au carbu? J'aimerais bien que tu me déposes le mien parce que je sais pas, je pense qu'il y a un flotteur qui flotte plus au bon niveau dans la cuve, etc. Ah, c'est donner des premières indications. Ceux qui connaissent pas, là j'arrive au-dessus de Chancia. Je viens de passer une petite route. Je viens de passer le village de Montcuzel et puis là, c'est sympa là. On descend le long de la montagne à pic. Ouais, je l'ai grillé le stop. Vous avez raison, c'est pas bien. Vous savez quoi, celui-là? Eh ben je le grille pas parce qu'il y a quelqu'un. Bon, j'espère que la caméra fonctionne bien parce que c'est sympa par là. Enfin, moi je connais bien, j'y passe souvent en moto. Hein. Mais pour tous ceux qui connaissent pas, eh ben voilà, je vous donne des idées. Donc ici, ça s'appelle Chancia. On est dans l'Ain ou dans le Jura là? Ouais, peu importe, on est à la frontière. Dans le sud du Jura. Donc à côté, c'est le lac de Thoirette. Ou de Chancia, appelez bien comme vous voulez, enfin c'est artificiel, hein, c'est ici qu'on est à la confluence de la Bienne et de l'Ain, de rivières. Donc la Bienne se jette dans l'Ain, et l'Ain va continuer dans l'Ain, dans le département, pour se jeter quelque part dans le Rhône, je ne sais plus exactement où. Mais au final, ça va se jeter dans le Rhône. Le ciel est peut-être un petit peu menaçant, mais bon, si la météo a raison, on va être tranquille. C'est la Bienne qui n'en a plus pour 100 mètres à vivre. Non, je vous ai dit une connerie en fait. Ça c'est l'Ain qui va recevoir la Bienne. Qu'est-ce qu'on fait en double lui? On va par la même, il s'en va. Ouais, on va aller tout droit. Si tu tournes, moi je vais tout droit. J'ai reçu une goutte d'eau la semaine dernière. Non, j'ai
déjà nettoyé, on dirait. Là, je vais en direction de Toirette, par la petite route. La route qui est de l'autre côté du lac, là-bas, est meilleure, mais bon, pour les voitures. Ah, peut-être qu'elle n'avait pas de gravier. Mais bon, je suis pas pressé. Vous savez, depuis le temps. Enfin, depuis le temps, non. C'est assez récent que je fais de la vidéo. Ouais, moi, je suis pas un motard qui sort la poignée. Vous voyez, je me sens même pas obligé systématiquement de doubler. Faut vraiment que ça commence à m'énerver de suivre un cul. Comme lui là. Bon allez, on se le fait quand même. Mais bon, globalement, je suis pas pressé. Et je crois que tous les road trippers moto du monde vous le diront. Faut pas être pressé pour faire un road trip. L'objectif, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller loin. Puis plus vous allez vite, moins vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les endroits que vous traversez, ce qui est quand même, je veux dire, si on voyage, c'est pas uniquement pour faire des kilomètres. C'est moins sympa. Au fait, si je reprenais un petit exercice que j'avais commencé sur le groupe Facebook, qui est de faire le voyage Pamir 2024, mais de le faire virtuellement là maintenant en 2022. Ah, vous vous souvenez, ceux qui suivent vraiment le groupe, j'avais attaqué un petit fil où je dis ben voilà, on était grosso modo au 1er avril. C'est le jour J, je pars. Et ah putain, le 1er avril, là, la météo, elle était pourrie de chez pourrie. Donc, déjà, j'ai regardé un petit peu sur Facebook quelle était la tendance habituelle pour comme ça, le 1er avril. Bon, c'est vrai que là, on était plus pourri que d'habitude. Hein, c'était vraiment un retour d'hiver qui était assez violent. Mais sur nos régions, c'est pas inhabituel. Un tel retour d'hiver, c'est pas inhabituel. Ça, déjà au 1er avril, c'est encore très proche de l'hiver pour la région proche ici, là, le Jura et la Suisse, parce que je pensais au début que la voie de départ serait pour la Suisse. Mais sinon, jusqu'au mois d'avril, c'est absolument pas normal d'avoir des retours d'hiver tels que celui qu'on a eu nous début avril. Donc là virtuellement je suis parti par le sud, directement par le sud, tout clair par le sud. Et quand je dis sud, grand sud, hein, c'est-à-dire que pour moi j'allais passer en Italie mais par Menton quoi.
au lieu de passer par ouais, j'aurais pu passer idéalement par le col du Grand Saint-Bernard en prenant le tunnel, hein, c'est ouvert l'hiver ça. Mais non, virtuellement je suis parti plein sud. Et comme la météo a quand même été dégueulasse pendant 10 jours, là jusqu'au 10 avril il me semble. Alors j'ai continué à partir plein sud, je suis même passé en Grèce par un ferry par l'Italie. Voilà. Dans ma tête j'étais dedans. Hein. Bon, ce qui ne m'aura pas empêché de faire quelques belles visites en Grèce, parce que tant qu'à y aller tout seul, autant me faire plaisir. Et donc il y a plusieurs endroits comme ça où j'irai, où je retournerai bien en Grèce. Donc à mon avis, je suis passé à Delphes, je suis passé à Athènes forcément. Je suis passé au centre du pays là pour voir les sites des météores, avec tous ces monastères, Je suis passé. Je pense que je suis passé à l'est du pays, sur la côte, là où il y a une sorte de principauté monastique. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, je suis passé là-bas. Ok. Je pense que le temps n'était pas trop pourri sur toute cette zone-là pour que je puisse bivouaquer dans la moyenne que je me suis fixée. Hein, je me suis fixé une moyenne de 2 nuits sur 3. 2 nuits sur 3 de pur bivouac, une nuit sur 3 de nuit pas forcément dans un lit, mais avec des douches, on va dire. Voilà, ça peut être un camping, ça peut être dans le jardin de l'habitant. Je vais pas toujours trouver chez les habitants qui ont un lit à me proposer. Tout le monde n'a pas de lit à proposer à quelqu'un. Mais déjà, si j'arrive à demander de temps en temps, est-ce que je peux m'installer dans le petit pré qui est à côté de chez vous, et est-ce que demain matin je peux utiliser votre douche, c'est déjà appréciable. Nous autres gens civilisés, ce qui compte le plus, c'est l'hygiène. Parce que ça tout le monde est comme Mike Horn. Donc voilà. Je sais pas combien de temps j'aurais mis pour aller jusqu'en Turquie. J'en sais rien. On va dire que par les virages et les tours que j'aurais fait, je pense qu'il y a bien au moins 2000 bornes pour aller en Turquie. En étant sur un petit rythme. 10 ou 15 jours. 10 ou 15 jours pour arriver en Turquie. Voilà, je suis là à parler de 10 jours. 10 jours, ça fait donc 200 bandes de moyenne. Il faudra pas que je baisse en dessous, donc ouais, 10 jours. Alors le 10 avril, je suis donc passé à Istanbul, d'accord? On est combien aujourd'hui? On est le 8 mai. Qu'est-ce que ça fait un mois déjà que je suis passé à Istanbul. Putain, comme le temps passe. Donc le 10 avril, je me souviens de m'être posé la question, qu'est-ce que je fais là maintenant? Tiens, salut les collègues. Ouais, donc qu'est-ce que je fais? Je suis au 10 avril à Istanbul, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais deux options. La première, celle que je pensais naturellement quand j'ai fait des premiers tracés comme ça, c'était de traverser la Turquie par le nord, tranquille, par la côte nord. Bon, il paraît que c'est pas une super jolie côte, qu'il y a très peu de routes qui longent vraiment la côte, mais bon, le seul moyen d'en être sûr, c'est d'aller y voir. Et de toute façon, ça n'empêche que, comme j'ai dit tout le temps, enfin non, je le dis pas tout le temps, mais je vous le dis, c'est quand même le pied d'être un motard dans un pays inconnu, sur une route inconnue.
Donc, pas être avare des loges, quelle que soit la route. Donc voilà, il y avait cette option-là. Je traverse la Turquie par toute la côte nord, côte de la mer Noire, pour rentrer dans le Caucase, par la Géorgie. Et ben, je me suis dit non. En y réfléchissant pour de bon, je me suis dit non, si tu arrives comme ça vers le 15-20 avril dans le Caucase, c'est un petit peu trop tôt pour le Caucase. Parce que, même chose que sur nos régions centre-est et Suisse et Autriche et tout ça, au mois d'avril, fin avril, début mai dans le Caucase, l'hiver n'est pas encore totalement sorti. Donc je me suis repris sur cette possibilité de trajet. Elle n'est pas impossible, hein, parce que c'est plus totalement l'hiver, mais